20h, 21h, France Info, les informés, Olivier Delagarde. Eh bien, nous recevons des correspondants de la presse étrangère à Paris. Avec nous, Juan José Dorado. Bonsoir à vous. Buenas tardes. Journaliste espagnol indépendant, vous travaillez pour différents médias. Ravi de vous accueillir aux informés. Vous allez nous donner évidemment votre vision de la société, de la politique française. Et puis, si tout se passe bien, peut-être qu'après l'émission, on ira boire un verre dans un café. L'actualité aujourd'hui, ce sont ces autoproclamés convois de la liberté. Écoutez, pour mieux comprendre peut-être de quoi il s'agit, ces manifestants qui avaient réussi à venir jusqu'à la place de l'Étoile et qui ont été interrogés. Ça converge de partout. Il faut savoir qu'il y a plein de monde qui est venu de partout en France pour des raisons diverses. Mais jusqu'à un moment donné, il y a un ras-le-bol. Il faut arrêter de croire qu'on va tout accepter. On est parti à 21h20 hier soir de Tarbes et on est arrivé à 9h ce matin. On a roulé toute la nuit en bus pour arriver. Et l'objectif, c'est continuer à contester l'obligation vaccinale et la liberté de pouvoir choisir si on fait le vaccin ou pas. Voilà, alors quelques échauffourées ont eu lieu dans le quartier des Champs-Élysées. Rien à voir tout de même avec ce que l'on avait vécu au moment des samedis des Gilets jaunes. Juan José Dorado, c'est étonnant ce mouvement qui ramasse un petit peu tout. Contestation sur le pouvoir d'achat, contestation contre le pass vaccinal. Ça dit quelque chose de notre pays ? Oui, la première chose, c'est que c'est du déjà-vu parce qu'effectivement, on a le mouvement des Gilets jaunes qui était là, mais juste avant le mouvement des Gilets jaunes, il y avait les bonnets rouges. Donc, il y a eu des mouvements comme ça en France depuis un certain nombre d'années qui montrent un mécontentement. Mais ça va encore beaucoup plus loin. C'est pas une histoire des 5 ou 10 ans. Je me rappelle très bien, et vous vous rappelez tous très bien, de cette fracture de la France qui était le thème des campagnes déjà de Jacques Chirac. Donc, et ceux la fracture sociale. La fracture sociale. Et ceux qui ont suivi ce qui s'est passé pendant le mandat de François Hollande, on a constaté dans la rue comment le mécontentement montait pendant ces 5 ans. Et quand on croyait qu'avec Emmanuel Macron, ça allait descendre un tout petit peu, on s'est rendu encore compte que ça continuait à monter. C'est pour ça que je ne suis pas du tout surpris de voir ce mouvement. Bon, c'est un ramassis des gens, des droites, des gauches, des centres, des anti-vax, des anti-pass. On a tout mélangé là-dedans. Mais on dit que c'est beaucoup des abstentionnistes. Beaucoup d'abstentionnistes, mais ça, c'est un autre problème. C'est un problème démocratique aussi qui touche très fort la France, parce que quand on voit les dernières départementales ou régionales avec 70% d'abstention, ça montre que c'est une France qui souffre, mais qui souffre depuis longtemps. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde. Premier débat des informés ce soir, on parle de ce mouvement social, mouvement populaire, on ne sait plus trop comment dire, mouvement de contestation. En tout cas, assurément, ces manifestants de ces convois autoproclamés de la liberté. Écoutez ce qu'en pense, par exemple, François Bayrou, le président du MoDem et haut commissaire au plan. On voit bien qu'il s'agit d'un mouvement que j'appellerais de sécession d'une partie du pays qui ne comprend pas, ne se retrouve pas et a un désir de révolte. Une partie de nos compatriotes ne croit plus rien de ce qu'on lui dit. Il ne croit plus les politiques, ça fait longtemps. Il ne croit plus les journalistes, parce que vous êtes ciblés naturellement autant que les autorités. Il ne croit plus les scientifiques et il ne croit plus les médecins. François Bayrou, chez nos confrères de France Inter, Juan José Dorado. J'en reviens à ce mot très fort qu'a utilisé François Bayrou, le mot de sécession. Est-ce que ça veut dire que la France est malade profondément et qu'une partie de ses habitants souhaiterait ne plus faire société avec les autres ? Non, pas du tout. Je crois que François Hollande a mal utilisé ce mot. François Bayrou. Bayrou a mal utilisé ce mot des sécessions. Les Espagnols en savent quelque chose depuis quelques années avec la Catalogne, par exemple. Ça, c'est la sécession. Mais non, ce qui se passe, c'est que la France, elle est malade, on l'a dit tout à l'heure, et puis on oublie de toute façon qu'on est dans une période très particulière, des pré-campagnes électorales ou des campagnes électorales. Et puis, on oublie aussi assez souvent que, tu parlais tout à l'heure, effectivement, qu'on a ouvert une parenthèse avec l'arrivée des Macron et les Gilets jaunes, mais cette parenthèse n'a jamais été fermée. Et les problèmes soulevés par les Gilets jaunes n'ont eu de réponse. Parce que le grand débat a accouché d'une souris, parce que les mesures qui ont été prises par la suite n'ont pas donné du pouvoir d'achat, parce que l'électricité est montée, parce que les gens sont méfiants par rapport aux politiques
par rapport aux journalistes aussi, mais surtout par rapport à la politique, mais surtout parce que les gens, depuis plusieurs années, ne croient plus à ce système démocratique, en quelque sorte. Je faisais référence au taux d'abstention des 70% pour les élections régionales, mais pour les européennes, c'est 50% pratiquement ces dernières élections. Et je lisais tout à l'heure un sondage, 33% des Français ne croient pas aux résultats des élections. Donc la France a un vrai problème avec sa population parce qu'elle ne croit plus à rien. Et donc, Emmanuel Macron n'a pas beaucoup aidé non plus parce que quand il est arrivé, il a fait exploser le panorama politique et ça n'a pas aidé effectivement à trouver des solutions aux problèmes qui sont aujourd'hui ceux des Français. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde. Désinformés ce soir avec les correspondants étrangers de la presse étrangère en France et on débat de ce mouvement de contestation, mouvement autoproclamé des convois de la liberté. Je voudrais qu'on passe à la dimension et aux réactions politiques. Je vous propose d'écouter d'abord Marine Le Pen, pour qui ce mouvement est finalement le signe de la faillite d'Emmanuel Macron. C'est quand même le candidat qui démarre sa campagne avec des blindés. Je pense que ça lui ressemble assez. Donc là, dans la foulée de l'arrivée des blindés de la gendarmerie à Paris, il pourrait annoncer sa candidature parce que symboliquement, je trouve que ça ressemble en fait à son mandat. Un mandat de chaos, un mandat de désordre, un mandat de conflit, un mandat de division des Français. Il termine son mandat, en gros, comme il l'a commencé et il commence sa campagne comme il terminerait un deuxième mandat si les Français étaient assez déraisonnables pour le réélire. Alors ça, c'est Marine Le Pen. Écoutez maintenant, à l'autre bout du spectre politique, Nathalie Arthaud, candidate lutte ouvrière. C'est l'un des deux partis trotskistes que compte la France. Ça fait du bien dans cette campagne d'entendre enfin parler des problèmes des femmes et des hommes des classes populaires. Et que cette campagne, elle ne soit pas squattée par des démagogues d'extrême droite qui sont à milieu des préoccupations de la population. C'est la dénonciation de la flambée des prix de l'essence, des super profits total, parce que ça va de pair. C'est la dénonciation de la précarité, des petites pensions de retraite, des bas salaires. Colère légitime et la violence qui est évidemment scandaleuse, Juan José Dorado. Oui, là, je ne suis pas tout à fait convaincu qu'il soit gagnant avec ce mouvement. De toute façon, il est clair, par contre, que tous ceux qui ont manifesté aujourd'hui, ils n'allaient pas voter pour lui. Donc, ça, c'est sûr. Donc, il ne perd pas des votants là-dedans. Mais par contre, il peut faire douter une partie de la gauche, centre-gauche, qui aurait pu, à un moment donné, se dire « on va voter Macron », qui peut-être ne le feront pas parce que sa façon de gérer les problèmes sociaux, de gérer ce type de manifestations, ils ne sont pas d'accord. Et donc, peut-être que là, il peut perdre un certain nombre de voix, mais il est certain que ceux d'aujourd'hui voteront jamais pour Emmanuel Macron. Mais c'est sûr. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde. Cela m'intéresse d'avoir évidemment votre opinion sur le phénomène de ce début de campagne présidentielle. Je vais évidemment parler du phénomène Zemmour. Ce polémiste rentré en politique il y a seulement quelques mois est crédité par notre dernier sondage de 14% d'intention de vote. Il était aujourd'hui à Saulieu, dans le Morvan. On l'écoute. Nous voulons protéger notre patrimoine naturel, mais également notre patrimoine architectural. Et nous ne voulons plus voir les églises de nos villages en si piteux état. Protéger nos centres-villes, protéger nos commerçants, protéger nos agriculteurs, protéger notre patrimoine naturel et architectural. Voir enfin nos impôts utilisés à bon escient. Voilà, Éric Zemmour qui souhaite protéger. Juan José Dorado. Donc nous, on n'est pas fascinés, on est intéressés, mais surtout, on est inquiets parce qu'on voit comme en France est un pays capable aujourd'hui d'avoir comme premier parti politique un parti d'extrême droite quand on additionne Marine Le Pen, quand on additionne Zemmour. Alors Zemmour... ça fait un tiers de l'électorat. Un tiers de l'électorat, donc première partie des France, entre guillemets. Pour finir, si vous voulez, c'est que nous, on a eu un phénomène pareil. C'était avec Paulo Iglesias, qui était le leader des indignés, qui a créé Podemos, et dont le parti est aujourd'hui au gouvernement avec les socialistes. Bon, c'est l'autre côté du spectre politique. Mais c'est vrai qu'on a eu un phénomène similaire, créé à un moment donné par les médias, qui l'ont amené justement à être très populaire. Et puis, bon, lui, il a fait le boulot par la suite avec son parti politique. Mais surtout, nous, vis-à-vis des Zemmour, on est surtout inquiets. Les informés, Olivier Delagarde.
Toujours en compagnie de correspondants de la presse étrangère à Paris. Alors on parlait d'Éric Zemmour il y a un instant. Parlons donc maintenant de la gauche. Une gauche très divisée, on l'a beaucoup dit, avec 2 candidats trotskistes, une candidate socialiste, un candidat communiste, un écologiste, un insoumis, et puis une dernière arrivée en date, Christiane Taubira, qui symbolise peut-être un peu ce maelstrom. Tenez, écoutez-la, elle était à Créteil aujourd'hui. Nous allons le faire en luttant contre les discriminations, toutes, poursuivre et sanctionner sans relâche les sexistes, les racistes, les antisémites, les xénophobes, les anti-musulmans, les homophobes, les handiphobes. Nous allons les traquer, nous allons les poursuivre. Nous voulons une société d'égalité, de solidarité et de respect de chacune et de chacun. Voilà, Christiane Taubira, Juan José Dorado, on parlait de l'extrême droite qui totalise à elle seule plus d'un tiers de l'électorat. Si on additionne toutes les voix de gauche aujourd'hui dans les sondages, on est à moins que ça, on est à même pas 30%. Comment s'explique l'effondrement de la gauche en France ? Il va falloir peut-être poser la question aux Grecs du PASOK, puisque c'est le premier parti socialiste qui a explosé d'une façon similaire. C'est une très bonne idée. En Europe. Mais c'est vrai que ce qu'on assiste aujourd'hui en France était inimaginable il y a à peine 5 ans. Alors, le socialisme... Je parle surtout du Parti socialiste, parce que c'est lui qui tenait la gauche, en fin de compte, a explosé, et ça doit beaucoup, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, à ce mécontentement de ces 5 ans de François Hollande qu'on a vécu dans les rues françaises, mais ça a à voir aussi au fait qu'à l'intérieur de ce parti, les alliés naturels, les Verts, n'ont rien fait pour sauver ces partis, et puis ceux qui sont allés dans les primaires, effectivement, se sont éparpillés par la suite, et je ne parle pas où je parle surtout d'Emmanuel Valls avec ses allées-venues entre l'Espagne et la France. Et ça a donné une image de la gauche qui est additionnée à celle de 5 ans de souffrance. On se dit, cette gauche-là, on n'en veut pas. Aujourd'hui, vous montrez Taubira est à peine à 4% dans les sondages. C'est vrai que Anne Hidalgo est encore à moins de 4%, mais la réalité, c'est que la France doit se réinventer. Mais les communistes pourraient arriver devant la socialiste à ces élections. On imagine François Mitterrand qui doit se retourner inlassablement dans sa tombe. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde. On va donc évoquer la crise ukrainienne. La journée a été marquée par une intense activité diplomatique. Vladimir Poutine s'est entretenu avec Joe Biden. Peu de temps avant, il avait eu également Emmanuel Macron au bout du fil, 5 jours après la visite du président français à Moscou. Souvenez-vous. La démarche que j'ai engagée en me rendant à Moscou et à Kiev vise précisément à restituer collectivement ordre, stabilité et sécurité sur notre continent. Nous avons, comme je l'ai dit très précisément hier, échangé avec le président Poutine. Il m'a dit qu'il ne serait pas à l'origine d'une escalade. Voilà, extrait de cette conférence de presse. Je voudrais avoir l'avis de Juan José Dorado, qui a peut-être une idée différente sur la sécession de la Catalogne. Donc il faudrait peut-être poser la question au Donbass, on verra ce que ça donne. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, la France et l'Union européenne sont la partie négligeable de ce conflit. On l'a vu avec le fameux communiqué, effectivement, du Kremlin. On l'a vu avec, aujourd'hui même, la conversation entre Macron et Poutine, et en même temps, tous les pays européens, parmi eux, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Irlande, demandent à tous ces ressortissants de partir. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'on est la partie négligeable, mais surtout que la France n'a pas été non plus très aidée par les autres pays. On nous avait oublié aussi du côté de Genève, lors des conversations entre les États-Unis et la Russie. Donc, ce qu'il faut effectivement, c'est peut-être qu'on ait notre défense européenne, et c'est à partir de là qu'on pourrait construire quelque chose. Mais comme tu l'as dit, ce n'est pas pour demain, ça sera dans quelques années. Ça nous fait en tout cas une superbe conclusion. C'est la fin des informés. Merci à vous quatre, vous avez été extrêmement brillants et intéressants. On va vous faire revenir parce que c'est intéressant d'avoir évidemment la vision de la presse étrangère sur notre pays.